Bonjour, je suis Pierrick Guillemot, éditeur aux éditions Brajlon, et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du manuel du sorceleur qui sort le 7 juin prochain dans toutes les bonnes librairies. Moi j'ai un parcours un peu atypique, parce que je ne suis pas éditeur de formation, j'ai plutôt commencé dans la presse au départ, et après j'ai bifurqué au fil de diverses expériences vers l'édition. J'étais en 2015 dans une société qui s'appelle Graphem, qui est ce qu'on appelle un packager éditorial. C'est là où j'ai appris vraiment très rapidement, de manière très accélérée, très intense, le métier d'éditeur illustré, qui est très particulier. Et en 2017, j'ai rejoint Brajlon en septembre 2017 pour m'occuper d'édition illustrée. C'est-à-dire que c'était une période où Brajlon sentait que les romans, il y avait une autre demande que le pur roman noir au noir, qu'il fallait aussi peut-être développer une offre différente, et notamment à travers des ouvrages illustrés, à travers des romans de fantasy qu'on avait, où l'illustration ne passait que à travers la couverture, et du coup ça intéressait les dirigeants de l'époque de développer ces choses-là. Donc j'ai notamment, enfin pas commencé, mais j'ai par exemple développé les Witcher illustrés avec Timothée Montaigne et Hugo Pinson au départ. Donc c'était un format qui était pratique puisque c'était des nouvelles, donc on prévoyait de publier une nouvelle sur un album de 56 pages et d'illustrer en fait en double page toutes les différentes étapes de la nouvelle. Donc ça c'était assez pratique. Voilà, j'ai travaillé sur pas mal de choses, sur des ouvrages sous licence extérieurs à Brajlon. Notamment, j'ai travaillé avec un journaliste qui s'appelle Julien Dupuis sur un making-of du film Minuscule, le deuxième film Minuscule, le deuxième long métrage d'animation. L'année dernière, j'ai fait des travaux autour du jeu vidéo Plague Tale, un roman et un artbook, autour du film Le Visiteur du Futur, qui est une licence qui ne nous appartient pas, mais dont on est très proche, puisque quand ils avaient fait, c'est une web-série au départ, et quand ils ont eu fini la 4e saison de la web-série, qui était produite par Ankama, Claire Deslandes, qui est notre directrice éditoriale, était allée à la rencontre de François Descraques pour lui proposer d'écrire une sorte de suite ou de préquel à la série, et ils avaient fait ce qui s'appelle La Meute, un roman qui s'appelle La Meute, qui a été écrit par Slimane Baptiste Beroun. Et du coup, on a l'année dernière, la web-série est devenue un film, un long métrage, en live, et on leur a proposé de faire un bel ouvrage qui s'appelle Le Visiteur du Futur rétrospective, qui revient sur toute l'aventure du Visiteur du Futur depuis le début, et puis entre parenthèses sur le parcours de tous ces gens-là qui ont contribué qui ont travaillé à la fois sur la web-série et maintenant sur le long métrage. Et voilà, on a ressorti aussi à l'occasion du film La Meute avec ce qu'on appelle une couverture tie-in, c'est-à-dire une couverture avec une image du film, du long métrage. Voilà, donc parmi les autres choses que j'ai développées en interne, on a les droits chez Brajlon de Clive Barker, donc j'ai fait plusieurs éditions de Hellraiser notamment, illustrées, une fois avec les Fortifem. Voilà, plein de choses différentes, une belle édition d'Alice, une belle édition de Frankenstein qui avait inauguré la collection classique. Voilà, en gros, je m'occupe de tout ce qui est illustré, pas forcément tous les collectors que Brajlon a l'habitude de sortir tous les ans, mais tout ce qui est vraiment illustré, qui demande des fois un long temps de gestation, de création en termes d'illustration, etc. Voilà. Même si on va chez Brajlon, c'est vraiment une mission un travail d'éditeur. Alors pas dans le sens éditeur de romans, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher les manuscrits, je ne vais pas développer des auteurs français, etc. Je vais plutôt prendre de l'existant, la plupart du temps, et essayer de mettre en forme, de mettre en projet un ouvrage autour d'un univers ou d'un roman ou d'une série de romans ou d'une licence ou d'un univers préexistant. Et donc, à partir de là, il faut trouver des illustrateurs, des gens qui peuvent écrire sur l'univers, un peu ce qu'on avait fait avec Alain
Puységur sur le Codex Sorceleur, où en fait on prenait tout l'univers des romans d'Andrzej Sapkowski et on décortiquait, on faisait un espèce de comment dire, de fiches personnages en fait, des plus grands personnages et des plus grandes créatures qui se retrouvaient dans l'univers du sorceleur. Donc voilà, pour les néophytes, pour les fans, voilà, ça permettait de mettre en image des personnages qu'on avait seulement lus et jamais vus, hormis dans le jeu vidéo, mais le jeu vidéo se passe à une autre époque, nous on est vraiment concentré sur les romans d'Andrzej Sapkowski. Donc voilà, c'est un peu ça. Pareil pour quand on a fait les Witcher illustrés, c'est ça, l'idée c'est de prendre une nouvelle qui soit suffisamment, alors pas trop longue, ni trop courte, mais qui soit suffisamment évocatrice en termes d'image, d'illustration, pour que un dessinateur, un illustrateur ait envie de se plonger dans cette aventure et de mettre en image en fait un épisode de l'aventure de Geralt. Donc voilà, ça c'est ma mission. Donc c'est des projets qui peuvent être à plus ou moins court terme. Un des projets qui m'a pris le plus de temps chez Brajon, c'est l'Atlas de la Terre du Milieu. Puisqu'en fait, au départ, alors là pour le coup, c'est pas vraiment une création, c'est quelque chose de préexistant qu'on avait acheté avant que j'arrive, qui avait été acheté par Brajon avant que j'arrive, qui est un atlas qui a été fait par une illustratrice, une exégète américaine, qui s'appelle Karen Winfenstadt, et qui avait cartographié l'univers de Tolkien. Mais dans les années, je crois, 70, un truc comme ça. Donc à la main et tout, enfin voilà, un travail très conséquent, et surtout c'est devenu un ouvrage totalement de référence, en fait, culte de référence, mais qui n'avait jamais été traduit. Et pour cause, c'est que quand on a acheté le bouquin pour le traduire en français, et traduire les cartes en français, en fait, l'éditeur original avait perdu les fichiers. Donc du coup, on s'est retrouvé à devoir re-réaliser toutes les cartes. Sauf qu'aujourd'hui, on ne fait plus les cartes à la main, on fait les cartes sous Photoshop, enfin voilà, avec des outils informatiques. Et donc, ça nous a pris, je crois que ça nous a pris plus de 2 ans pour sortir ce bel ouvrage qui est paru l'année dernière au mois d'août. Voilà. En fait, l'univers de Sapkowski et du sorceleur, c'est quelque chose qui est chez Brajon depuis maintenant 2003, puisqu'en fait, un des fondateurs et éditeurs, Stéphane Marsan, lors d'un voyage en Pologne, avait repéré que le sorceleur édition polonaise, c'était un des best-sellers en Pologne, et il avait dit mais c'est bizarre, c'est de la fantasy, pourquoi c'est pas en France? Donc il les avait achetés, il avait dit si ça marche en Pologne, il n'y a pas de raison que ça marche pas en France. Il avait acheté les droits et il avait traduit les romans, donc successivement, parce qu'il y a 7 romans. Donc il y a eu les 2 premiers, je crois, la première année, puis après un par an quasiment. Et en fait, très rapidement, c'est devenu un succès d'édition tranquille, enfin je dirais normal, mais qui a été accéléré avec 2 éléments majeurs, notamment le jeu vidéo fait par CD Projekt, Witcher 1, 2 et surtout le 3, qui a été un des jeux vidéo les plus vendus et puis surtout les plus réputés, en termes de richesse, etc. Qui était aussi fait par un studio polonais, donc très respectueux de l'œuvre originale, enfin en tout cas de l'univers. Et deuxième phase qui a accéléré les ventes du sorceleur chez nous, c'est évidemment la série Netflix. Alors là, ça a été un boom incroyable. Et quand on a su, nous, que la série Netflix allait se faire, on a décidé justement de commencer à envisager un programme d'édition illustré autour des romans de Sapkowski. Donc ça a commencé avec les Witcher illustrés, donc il y en a eu à ce jour 3, on espère qu'il y en aura d'autres. On a fait un codex donc il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et on a, il y a quelques temps, envisagé de faire cet ouvrage-là, qui s'appelle le Manuel du sorceleur, qui en fait est une idée qui ne vient pas de moi, qui vient de l'auteur, Alain Puységur, avec qui on a déjà travaillé longuement à plusieurs reprises, qui est un spécialiste du sorceleur, qui a lu tous les romans, qui connaît parfaitement le jeu, etc., et qui est vraiment un très fin connaisseur de l'univers littéraire, et qui m'avait dit mais ce serait bien de faire quelque chose de différent, en fait, un manuel, une sorte de guide à l'intention des sorceleurs novices, etc. Enfin, voilà. Et en gros, son idée, c'était de puiser dans les romans par bribes, parce que c'est jamais, dans les romans, il n'y a jamais
comment dire, comment on devient sorceleur, c'est jamais expliqué. Il n'y a pas... c'est par bribes, c'est-à-dire que en gros, on sait que quand ils sont dans un plus jeune âge, il y a l'épreuve des herbes, etc., qui transforment leur morphologie, etc., et leur sens. Il y en a beaucoup qui meurent, qui ne survivent pas à cette épreuve. Voilà, et puis après, les sorceleurs ont été créés pour combattre des créatures qui viennent embêter la vie des humains au quotidien. Et en fait, la vie de Geralt, enfin les aventures de Geralt arrivent à un moment où ces créatures ont tendance à disparaître. Et donc lui, il parcourt le continent à la fois en quête de mission, de mercenaires, entre guillemets, qu'on le paye pour éliminer des créatures qui viennent parasiter la vie des humains. Mais c'est aussi un moment où il y a moins de créatures, parce que les sorceleurs ont très bien travaillé, et que, voilà. Donc il y a moins de créatures, moins de sorceleurs. Et donc l'idée, c'était de faire un manuel qui est en fait à la fois un documentaire, et c'est moitié documentaire, moitié fiction. Donc en fait on suit un jeune sorceleur, un sorceleur qui est de l'école du loup, donc de la même école que Geralt, qui s'appelle Ekates, et qui, profitant d'un moment où il est en convalescence, parce qu'un affrontement avec une créature l'a laissé grièvement blessé, profite pour écrire, pas ses mémoires, mais prodiguer ses conseils à l'intention de futurs sorceleurs, de jeunes sorceleurs, d'apprentis sorceleurs, et de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut connaître, les potions, etc. Donc là, c'est le portrait d'Ekates, voilà, qui a été fait par Mathilde Barlow, donc, qui est entre guillemets la co-autrice du livre, puisque c'est elle qui a fait toutes les illustrations du livre. Et donc en plusieurs chapitres sur le continent, sur les différents royaumes, un chapitre sur le sorceleur, toutes les épreuves qu'il faut traverser, les équipements qu'il faut avoir, etc. Les potions, les créatures évidemment. On apprend tout ce qu'il faut savoir pour être un bon sorceleur. Donc voilà. Et donc quand je dis c'est moitié docu, moitié fiction, c'est qu'en fait on suit quand même entre guillemets à la fois la convalescence d'Ekates, mais en même temps des petites péripéties qu'il a pu connaître et qui font qu'aujourd'hui son monde est en train de changer. Voilà, donc il y a vraiment une partie où lui a décrit les choses et les dessine, parce qu'il est aussi très bon dessinateur, donc il y a un peu une espèce de mise en abîme, puisque les dessins de Mathilde sont censés avoir été dessinés par Ekates. Voilà, donc tout ça est très bien illustré très bien expliqué et illustré en même temps avec des illustrations comme je peux vous montrer. Par exemple, là on a des potions qui sont à chaque fois décrites sur plusieurs pages, les ingrédients, donc tout ça c'est des informations qu'Alain, tout ce qu'il y a là-dedans c'est des informations qu'Alain a pioché dans les romans. Il les a mises en ordre, mises en forme pour le manuel. Et il y a quelques citations qui ne sont pas tirées des romans et qui lui ont servi à lui à un peu articuler son ouvrage. Voilà, mais le jeu, entre guillemets, c'est d'essayer de repérer quelles citations sont issues des livres, lesquelles sont issues de l'imagination d'Alain. Voilà. Rapidement, comment je peux présenter ce manuel du sorceleur. Alors, c'est un très bel objet. C'est un relié. Comme je vous l'ai montré, c'est en bichromie. Donc, tous les écrits sont en marron et toutes les illustrations sont en vert. Et il y a plusieurs typos différentes aussi, puisqu'il y a une typo, je dirais, documentaire, qui est une typo classique, et une typo manuscrite qui correspond plus aux témoignages, en fait, aux écrits des Cates qui ont été retrouvés, etc., et qu'on a publiés comme ça. Et voilà, et donc la fabrication a été très très soignée, comme on sait bien le faire chez Bragelonne. Voilà, avec une très belle couverture, un papier créa, enfin voilà, c'est une dorure en couverture, voilà, donc c'est un bel ouvrage qu'on a mis, je ne me rends pas compte, mais pas loin d'1 an, je pense, à réaliser, en fait, entre l'écriture, le temps d'avoir l'accord des ayants droit de Sapkowski pour faire cette création, puis après les illustrations, ouais, il y a bien mis une grosse année, ouais, je pense. L'intérêt du manuel du sorceleur, c'est que c'est vraiment une plongée dans ce qu'est un sorceleur, dans l'état d'esprit qu'il doit avoir, dans sa place dans le monde, enfin dans le continent, puisque
l'univers dans lequel évolue le sorceleur s'appelle le continent. Son interaction avec les humains, avec les autres ethnies, avec les elfes, avec les créatures, et puis aussi en sous-texte toute l'intrigue politique qui est très, très présente dans les romans de Sapkowski. Et donc ça se lit, je dirais, ça se lit plus presque, enfin pas comme un roman, mais ça se lit d'une traite, quoi. Ça se lit de A à Z, etc. Alors que par exemple le codex qu'on avait fait, c'était plutôt, en résumant, hein, c'était plutôt des fiches personnages. C'est-à-dire, en gros, vous allez retrouver dans le codex tous les personnages emblématiques de la saga du sorceleur, avec de A à Z tous les personnages, et on explique un peu leur destinée au cours des différents bouquins. Donc ça résumait, ça prenait aussi toute l'étendue des 7 romans, mais c'était pas focalisé sur Geralt ou sur les sorceleurs. Il y avait Yennefer, il y avait tous les personnages plus ou moins majeurs ou tous les personnages secondaires. Là, le seul personnage finalement, c'est Gates, qui est un sorceleur d'école du loup, qui va nous apprendre qu'effectivement, devenir sorceleur, c'est pas simple, on passe des épreuves compliquées, et toutes les difficultés à traverser, et trouver sa place dans ce monde, et faire face aux trahisons, aux exigences, aux affrontements entre les elfes et les humains et les nains, les races qui existaient aussi avant, qui ne sont plus présentes aujourd'hui, les Vran, les Bobolak, des choses comme ça. Donc on retrace tout ça à travers, donc il y a plusieurs chapitres. Il y a un premier chapitre, il y a une espèce de préface en fait, ou un avant-propos où en fait Cates raconte les raisons pour lesquelles il a écrit ce bouquin et sa situation d'homme blessé, entre guillemets. Ensuite, on a un chapitre qui s'appelle Le Continent, où on explique un peu un événement qui est très important dans l'univers du sorceleur, c'est la conjonction des sphères. C'est en fait plusieurs mondes qui se sont, entre guillemets, télescopés et qui ont ouvert des tunnels qui ont permis en fait aux créatures d'envahir le monde dans lequel évolue le sorceleur. Le débarquement des hommes, enfin des choses comme ça. On a un autre chapitre, donc aussi des chapitres, des entrées sur les différentes peuplades, donc les elfes, les nains, etc. On a ensuite tout un truc sur la géographie, tous les principaux royaumes, puisque le continent est séparé en plein de royaumes qui sont plus ou moins alliés contre Nilfgaard, mais qui ont toute leur propre histoire, etc. On a un chapitre 2 qui est donc sur le sorceleur, donc là, vraiment, à quoi ça sert. On a aussi effectivement souvent des pages comme ça avec des citations qui sont souvent extraites des livres. La fameuse épreuve des herbes, où on explique par quelle expérimentation il faut passer pour devenir un sorceleur. Il y a tout ce qui est aussi l'entraînement, donc les différents stades d'entraînement qu'il faut maîtriser pour être agile, fort et pouvoir combattre les créatures qui vont se présenter à nous. Il y a les signes, des fameux signes que Geralt peut faire, le signe de Hard étant le plus connu, mais on décompose en fait chaque signe avec les descriptions des gestes de la main qu'il faut faire, la fameuse épée. Voilà. Ensuite, le chapitre suivant, je crois que c'est sur les potions. Donc toutes les potions qu'il faut maîtriser, qui permettent effectivement les potions. Donc là, tout ce qu'il faut maîtriser en fait, il en a recensé, je crois, entre 10 et 15, je crois que c'est 12. Toutes les potions qui permettent soit d'augmenter la vision, enfin d'augmenter les capacités physiques, sensorielles d'un sorceleur au moment où il doit affronter quelqu'un. Il y a des potions qui sont plus ou moins empoisonnées, etc. Donc c'est très compliqué à utiliser. Il ne faut pas se tromper dans les ingrédients. Donc tout ça c'est pareil, c'est des choses qu'Alain a puisé au fil des textes et a essayé de creuser. Parfois il y a un tout petit peu, je dirais pas inventé, mais extrapolé certaines informations. Mais c'est quand même très très renseigné par rapport au livre. Et ensuite on a la partie bestiaire, entre guillemets, les monstres et créatures que tout sorceleur peut être amené à rencontrer, donc la cocatrice, des choses qu'on connaît aussi souvent à travers le jeu vidéo, mais là on est vraiment
On a vraiment, voilà, là c'est la... Attendez, c'est avec Kikimon, c'est le dragon, et à chaque fois avec des détails en fait. Le frappeur, le génie, là on est sur quoi? Pareil, il y a un paquet, il y a pas mal d'entrées. La goule, voilà, qu'on voit ici, exactement. La goule qui se repaît des cadavres dans les... Voilà, la fameuse Kikimor, enfin c'est Kikimor, oui, la Kikimor, qui je crois est la créature qui a blessé Hecate. Et la toute dernière partie, c'est une partie sur le langage elfique. Voilà. Enlingue, qui est un peu un dictionnaire elfique pour les novices. Voilà, donc tout ça a été remarquablement fabriqué, alors déjà écrit et illustré par Mathilde, écrit par Alain, et on a un gros travail de fabrication pour en faire un très bel objet. Donc très tôt, on a su qu'on allait faire de la bichromie pour séparer, pour en faire déjà un objet très qualitatif, et pour faire, pareil, au niveau de la maquette, ça a été très compliqué parce qu'on a deux typos différentes, donc une typo manuscrite et une typo, je dirais, plus classique, plus documentaire, entre guillemets. On a le signet qui permet de garder la marque-page, entre guillemets. On a le tranche-fil qui est là, enfin tous les éléments d'un très beau relié. Voilà, encore une fois, la fabrication chez Brajlon et particulièrement Axel au bout a mis vraiment beaucoup d'énergie pour avoir le plus bel objet possible. Pareil, le choix du papier de couverture et du papier intérieur est très important. C'est pas un papier blanc, c'est un papier légèrement crème. Elle saurait mieux vous dire que moi quelles sont les spécificités techniques du papier, mais c'est un papier qui est hyper agréable en main, qui fait, je dirais pas manuscrit, mais qui est pas un papier classique. Voilà, des belles pages de garde aussi qui sont illustrées à la fois par Mathilde et par notre directeur artistique Fabrice Boriot. Et voilà, tout ça en fait un objet très qualitatif à avoir dans une bibliothèque. Les jeux vidéo, je les connais très peu. Je suis pas un gros gamer moi, donc j'ai dû commencer Witcher 3 il y a pas très longtemps. Et quand j'ai vu qu'au bout de 2 murs, j'étais encore en train de me balader, en train de ramasser des plantes dans la campagne, je me dis bon, là j'en ai pour des heures et des heures. Donc je crois que j'ai même pas fait la première mission. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu, de ce que j'entends, etc., c'est un jeu vidéo qui respecte énormément l'univers, même si ça se passe pas du tout à l'époque de Geralt. Enfin, c'est Geralt le héros, mais ça se passe bien après les romans de Sapkowski, puisque Ciri est une adulte dans les jeux. Je crois que le premier jeu et le deuxième jeu étaient beaucoup plus liés au roman. Voilà, donc ça c'est le peu que je connais du jeu vidéo. La série Netflix, je dirais que son premier mérite c'est de donner envie d'aller lire les livres. Parce que la saison 1, alors bon, l'autre mérite c'est d'avoir été chercher Henry Cavill qui est plutôt un bon Geralt. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît bien les livres, vaut mieux découvrir la série et lire le livre après, plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que quand on connaît les livres et qu'on découvre la série, on fait « Ah, c'est marrant, je ne le voyais pas comme ça ». Donc certains épisodes m'ont un peu laissé de marbre. J'ai dit « Ah, bon, d'accord, la saison 2, pas évident non plus parce que ça se déroute un peu de l'arc narratif des romans. D'après ce que j'ai compris, ils veulent revenir à quelque chose de plus respectueux, entre guillemets, de la trame narrative des romans dans la saison 3. Mais voilà, après, encore une fois, ça a le mérite d'être une série qui a beaucoup fait parler d'elle, une série événement, et comme beaucoup de séries Netflix, ça a vraiment le mérite d'attirer de nouveaux lecteurs, en fait. Et je pense beaucoup de jeunes lecteurs qui n'étaient pas forcément férus de fantasy au départ. En fait, l'intérêt aussi, c'est ce que je m'étais fait la question quand même en voyant la saison 1, c'est que c'est on va dire que c'est de la dark fantasy quand même, le sorceleur. Et l'intérêt, c'est que la série est une série de fantasy, mais pas comme on l'a connue avec Le Seigneur des Anneaux. Une fantasy un peu plus âpre, un peu plus cruelle. Et du coup, avec quelque chose qui changeait un peu par rapport à
à ce qu'avait pu être l'imagerie du Seigneur des Anneaux qui s'est imposée depuis le début des années 2000, quoi, depuis plus de 20 ans. Donc ça fait du bien. Je pense que c'est aussi pour ça que la série télé a connu un beau succès, c'est qu'il y a un mélange à la fois d'intrigues politiques, de baston avec des créatures dégueu, etc. Ce qui est vraiment un cocktail assez différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent en fantasy, au cinéma ou à la télévision. Merci beaucoup à Sci Fantasy pour l'invitation et pour avoir permis de parler du Manuel du Sorceleur, qui sort donc le 7 juin. Et je pense que vous aurez l'occasion de croiser Alain et Mathilde dans des séances de dédicaces ou des choses comme ça dans les semaines et les mois à venir.